Depuis quelques jours, Lassana Bathily enchaîne les interviews pour la promotion de son livre sur la sanglante prise d'otage de l'hypercacher. C'était il y a un an. Ce vendredi 9 janvier 2015, Lassana, manutentionnaire du magasin, cache des clients dans cette chambre froide au sous-sol de l'hypercacher. Un geste qui, dès le lendemain du drame, fait de lui un héros national. Au lendemain, je vois les réseaux sociaux, journal, radio, tout le monde parle de moi. Lassana Bathily, il a fait quelque chose d'extraordinaire et c'est un héros. 2 jours après, j'ai dit non, moi je ne suis pas un héros, j'ai fait quelque chose qu'il fallait. Je ne suis pas un héros, le titre de son livre. Depuis janvier, tout s'est enchaîné. Sa naturalisation d'abord, lui, l'ex-sans-papier malien, puis son retour auréolé de gloire au Mali. Il en était parti à 16 ans pour tenter sa chance à Paris. Et voilà que le 13 novembre, la mort frappe à nouveau près de lui. Lassana Bathily habite à quelques mètres seulement du Bataclan. Franchement, j'étais pas loin, j'étais presque 500 mètres, même pas, non, 300 mètres des lieux d'attaque. Je vois tout le monde qui courait, ils disent courir, c'est une attaque. Moi, j'avais pas compris. Après, j'ai couru avec tout le monde. J'étais coincé sur le quartier jusqu'à 5 heures, je ne pourrais pas rentrer chez moi. La semaine suivante, c'est l'hôtel de Bamako où il a séjourné quelques mois auparavant qui est attaqué. Lassana tente malgré tout de garder la tête froide. Dans mon esprit, il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Il n'y a pas d'autre. C'est pas qui peut me tuer. Si Dieu décidera aujourd'hui que je vais mourir, je vais mourir. C'est pas qui peut décider. Moi, je continue à vivre. Je continue à faire ce que j'ai fait avant. Il faut qu'on soit solidaire, on soit resté unis. Solidaires, unis, des messages que Lassana veut faire passer aux plus jeunes. Aujourd'hui employé à la mairie de Paris, il rêve de devenir éducateur. Sauter sur le dos d'un alligator pour le combattre, l'idée a de quoi en faire frémir plus d'un. Mais pour ce membre d'une tribu indienne du sud de la Floride, c'est une tradition ancestrale. Au début du XXe siècle, cette technique de chasse intrigue les visiteurs et les combats, hommes contre alligators, deviennent alors une attraction touristique. Les Indiens se sont rendus compte que les touristes étaient vraiment intéressés par ce qu'ils faisaient. Ils voulaient se prendre en photo avec les alligators, les toucher, les attraper. C'était tellement intéressant pour les touristes qu'ils ont commencé à payer des sommes importantes et des spectacles se sont montés. Ces combats attirent toujours des curieux, mais les Indiens sont de moins en moins nombreux à vouloir risquer leur vie pour amuser les touristes. Rocky Jim Jr. porte les cicatrices d'une carrière bien remplie. À 44 ans, il s'apprête à prendre sa retraite sans savoir vraiment si quelqu'un reprendra le flambeau. Ce n'est pas facile de convaincre les jeunes de faire ces spectacles. La tradition est en train de disparaître. Autre menace, les défenseurs des animaux qui voient d'un mauvais œil ces spectacles. Bob est un spécialiste des alligators. Dans son centre, les combats se sont donc transformés en séances éducatives. On fait vraiment attention à la sécurité et au bien-être des animaux. On ne fait plus vraiment de combats. On explique aux gens comment se comporter avec un alligator, comment ils essayent de se tortiller pour vous faire perdre l'équilibre. On leur montre aussi qu'on peut facilement manœuvrer autour d'eux pour les maîtriser. Des leçons qui peuvent être utiles et peut-être sauver des vies dans un État qui compte encore plus d'1 million d'alligators en liberté. Comme plus de 40 millions d'enfants en Inde, ce petit garçon de 4 ans souffre de grave malnutrition. Sa grand-mère l'a emmené dans cet hôpital public, doté d'une section d'urgence, spécialisée contre ce fléau. Il était en bonne santé jusqu'à ses 2 ans, avant de tomber gravement malade. Il a dû prendre des médicaments pendant 9 mois, puis il a eu de la fièvre et il a commencé à perdre du poids. L'Inde ne compte que quelques unités comme celle-ci.
Les autorités locales ont déclaré vouloir en ouvrir dans chaque hôpital public du Bihar, l'état le plus pauvre du pays. Les gens manquent d'informations. Ils n'ont pas été éduqués sur les pratiques nutritionnelles. Donc ce n'est pas qu'un problème clinique, c'est aussi un problème social, éducationnel et politique. Un problème que les ONG et le gouvernement local veulent traiter à la source, notamment par le contrôle des naissances. Ici dans le Bihar, les femmes ont 4 enfants en moyenne. Le gouvernement travaille dur pour faire baisser la population. Et nous ne pouvons pas forcer les gens à se faire stériliser. Donc le principe de base est de les éduquer, de leur dire que 2 enfants, c'est suffisant. Près d'1 enfant sur 4 souffre de malnutrition dans le monde. Ces 10 dernières années, l'Inde s'est rapprochée de ce seuil, mais avec presque 40% d'enfants mal nourris, le pays reste bien au-dessus de la moyenne mondiale. Voici ce que les autorités du Sénégal ne veulent plus voir. L'image des déchets plastiques jetés dans les rues ou jonchés sur les plages. Le Sénégal veut désormais projeter l'image d'un pays propre, sans déchets plastiques. Pour ce faire, est entrée en vigueur le 4 janvier dernier la loi interdisant l'usage des sachets plastiques à grande consommation. L'interdiction posée par la loi concerne les sachets plastiques de faible micronage qui ont dans leur partie supérieure une découpe sous forme de bretelle ou une ouverture qui permet le transport facile par la main. Si les sachets plastiques ne présentent pas ces caractéristiques-là, ils ne sont pas concernés par l'interdiction. La loi prohibe la production, l'importation, la détention, la distribution et l'utilisation de ces emballages. Une certaine acceptabilité sociale de la loi se constate, mais faute d'alternatives proposées aux utilisateurs, et avec 5 millions de sachets plastiques utilisés par jour dans le pays, cette interdiction se heurte déjà à des difficultés. On n'a pas le choix d'arrêter les sachets interdits. Parce que si on arrête quelque chose ou bien on interdit quelque chose, il faut y remplacer d'autres choses. On n'a pas le choix en tant que commerçant parce que notre client a besoin de ces sachets et il faut qu'on achète les sachets pour les donner à nos clients. Pourtant, pour les contrevenants, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 20 millions de francs CFA, soit 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. C'est un secret bien gardé au bord de l'océan Indien. L'île de Mozambique était le symbole de la puissance de l'Empire portugais en Afrique de l'Est au XIXe siècle. Elle tirait alors ses richesses de l'or, de l'ivoire et surtout du trafic d'esclaves. Mais depuis, son histoire a été celle d'une lente décrépitude, accélérée par le départ des Portugais à l'indépendance du Mozambique en 1975. Aujourd'hui, l'île connaît un nouveau souffle grâce à l'arrivée d'investisseurs privés et de particuliers. C'est plutôt des étrangers maintenant qui viennent, parce qu'il n'y a plus de fonds publics, les temps bénis des fonds européens est fini. Donc on a plutôt des gens qui veulent investir dans des résidences secondaires, avec piscine. Cet architecte français est installé au Mozambique depuis 20 ans. Il dirige la transformation des anciennes douanes en un complexe immobilier. D'après lui, il faut des centaines de milliers d'euros pour rénover une bâtisse telle que celle-ci. Ces investissements génèrent des emplois pour la population locale dans la construction et le tourisme. Mais certains craignent que la ville soit de nouveau divisée en deux, comme au temps de la colonisation portugaise. Au bout d'un moment, tous les locaux auront quitté les quartiers historiques, car tous les édifices auront été rachetés par des touristes et les locaux partiront pour venir dans cette partie-ci de la ville ou même hors de l'île. La moitié sud de l'île a longtemps abrité les esclaves. Aujourd'hui, elle consiste en des quartiers surpeuplés, construits de façon précaire, au-dessous du niveau de la mer. L'eau reste accumulée ici. Elle entre, mais elle n'a pas de sortie. Et cela amène beaucoup de maladies. Le paludisme, les moustiques, mais aussi le choléra. Autre problème d'assainissement, le manque de toilettes.